la Côte d'Ivoire, bonjour le monde entier. Et oui, on parle du monde entier parce que vous êtes nombreux, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Nous voulons vous dire merci d'être avec nous. Nous sommes heureux et c'est un privilège pour nous de vous retrouver en ce jour pour vous servir comme tous les matins sur RTI à votre émission préférée Matin Bonheur. Au cours de cette émission, on va essayer de vous donner les énergies positives, tout ce qu'il faut afin de vous permettre d'affronter tous les défis qui pourraient se présenter à vous au cours de cette journée. Tout au long de cette émission, plusieurs chroniqueurs vont se succéder. On a un programme alléchant pour vous, mais on commence tout de suite avec la couleur du temps. On parle de météo. Ouais, il pleut en février. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs années. Le climat change, donc tous les matins, il faut s'informer un peu de savoir quelles sont les dispositions à prendre pour circuler tranquillement sur le territoire ivoirien. Et juste après, on retrouvera Régis Kofi pour son premier flash d'information. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, les régions du littoral du sud forestier seront intéressées par du brouillard ou de la brume humide en début de période. Par la suite, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. La bande centrale sera partiellement nuageuse avec une atténuation des effets de l'harmattan. Les régions du nord seront sous le contrôle des vents secs et frais. Les réductions de visibilité par de la brume sèche seront observées par moment. Les températures prévues pour la matinée, on notera 23 degrés à Amégourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou et Boaké, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Bondiali, 23 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnois, 18 degrés à Guiglo, Korogo et Mman, 17 degrés à Odiné, une série de 23 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiessalé, 19 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamsoukro. En début d'après-midi, le renforcement des vents secs et chauds au nord du pays entraînera des intrusions d'air relativement secs dans les régions du sud forestier et du littoral. Cela y occasionnera des sensations d'air sec. En milieu ou en fin de période, la remontée des vents humides sur les zones du littoral et du sud forestier pourrait entraîner des formations d'orages isolés avec quelques averses de pluie sur le littoral. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Amégourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, Bondiali, Daloa et Dimbokro. On notera 35 degrés à Gagnois, 36 degrés à Guiglo et Korogo, 34 degrés à Mman, 35 degrés à Odiné, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra et Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiessalé et enfin 36 degrés à Touba et Yamsoukro. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous prie de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI. C'est jeudi et c'est son dernier jour d'intervention pour les flashs d'information. Et c'est normal qu'il fasse un peu de caprice. C'est son coup de revoir, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il veut absolument attendre 6h30 pour vous servir les informations fraîches. C'est bon, on me dit qu'il est 6h30. C'est parti pour le premier flash d'information avec Régis Kofi. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau marathon de l'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a préparé hier à Bruxelles un déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Occasion pour le chef de l'État de relever les performances économiques de la Côte d'Ivoire depuis 2012. Jérôme Kofi Aboula. Les opérateurs économiques de la Belgique et du Luxembourg pour la revitalisation des relations économiques, culturelles et sociales avec la Côte d'Ivoire.
Volonté exprimée à l'occasion d'un déjeuner débat auquel le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mercredi à Bruxelles. Déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. Pour le président de cette chambre, la Côte d'Ivoire, la Belgique et le Luxembourg doivent tout mettre en œuvre pour un partenariat gagnant-gagnant. De très nombreuses sociétés belges sont actives dans votre pays et la tendance est à l'augmentation. La Belgique est bien présente dans les secteurs portuaires, construction, chocolatier, hydraulique, infrastructure, agroalimentaire, aérien, logistique, services et plein d'autres. Il en va de même pour le Luxembourg, qui vient d'inaugurer son consulat honoraire à Abidjan. Nos deux pays sont d'ailleurs unis dans le cadre de la Chambre de commerce CBLACP, que je remercie pour la belle initiative d'aujourd'hui et pour son engagement en faveur des échanges belgo-ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, à ce rendez-vous, a encouragé les entreprises belges et luxembourgeoises à s'investir directement dans des secteurs d'activité prioritaires de l'économie ivoirienne. Mon pays offre de nombreuses opportunités d'investissement en raison de nombreux avantages qu'offre le Code des investissements adopté en 2018 et des réformes mises en œuvre en vue du renforcement du cadre institutionnel et réglementaire relatif aux activités des PME, de l'environnement des affaires, avec la création de juridictions de commerce spécialisées. Ceux qui investissent en Côte d'Ivoire le savent que nous avons une justice indépendante, notamment dans le traitement des affaires, et que nous sommes confiants que cela procure beaucoup de sérénité aux investisseurs par rapport au passé. À noter que ce déjeuner débat s'est tenu 24 heures avant l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine, prévu les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a échangé hier avec la reine Mathilde de Belgique. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le travail des enfants. Le reportage de Mama Traoré. Seulement 24 heures après le président Alassane Ouattara, c'est la première dame Dominique Ouattara qui est l'hôte de marque du Palais Royal de Bruxelles. Elle répond à l'invitation de la reine Mathilde de Belgique. Une rencontre cordiale, immortalisée par une photo officielle, séquence après laquelle les deux personnalités se retirent pour un entretien sur des questions d'intérêt commun, dont la substance sera livrée à l'issue de l'entretien par la première dame Dominique Ouattara. On a eu un entretien extrêmement agréable. La reine Mathilde, que j'avais déjà rencontrée l'année dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous revoir. Nous avons parlé de nos points d'intérêt, nos centres d'intérêt respectifs, et nous avons vu que nous avons beaucoup de points communs, à savoir la protection des enfants, le droit des enfants. Nous avons également parlé beaucoup de l'hôpital, mère-enfant de Bingerville, et également nous avons parlé de la lutte contre le travail des enfants. Dans le prolongement de cette rencontre, l'agenda de la première dame Dominique Ouattara prévoit une visite de l'hôpital de la reine Fabiola, un hôpital universitaire destiné à la médecine des enfants. Comment se prépare la 15e conférence des parties sur la sécheresse et la désertification? Une délégation de l'ONU est à Abidjan pour avoir réponse à cette question. Elle a été reçue hier par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Grace Kando. Abidjan, destination de la COP 15. 5000 participants attendus en provenance de 197 pays, ce dans le cadre de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse. Pour évaluer le niveau des préparatifs, une délégation de l'ONU est dans la capitale économique. Nous avons fait des progrès extrêmement importants avec les partenaires au niveau du ministère de l'Environnement, mais également les autres ministères concernés. Nous sommes là pour peaufiner les tout derniers détails de la mise en œuvre du plan logistique et organisationnel de la conférence. Nous sommes extrêmement satisfaits. Monsieur le ministre a été en mesure de nous rassurer sur tous les points que nous avions soulevés. Selon le ministre Jean-Luc Assy, le gouvernement met tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Le protocole Covid, le plan de sécurité, etc.
Nous avons parcouru tous ces aspects et nous allons adresser toutes ces questions donc, au comité d'organisation qui va prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse régler les préoccupations qui ont été mises par la mission des Nations Unies. Et les choses sont tellement bien avancées que nous pensons que nous serons prêts. La 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse aura lieu du 9 au 20 mai prochain à Abidjan. La société de cimenterie de Côte d'Ivoire ouvre les portes de sa deuxième usine. Elle a été inaugurée hier par le Premier ministre Patrick Achi. Première du genre à capitaux 100% ivoiriens, la SCCI va créer plus de 1500 emplois directs. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est en pleine construction. Infrastructures routières, industrielles, logements, autant de grands chantiers qui nécessitent un entrant de premier choix, le ciment. Le ciment est l'un des matériaux les plus centraux de nos activités dans le secteur de la construction. C'est des possibilités d'investissement, c'est des possibilités de production, de logements encore plus grandes. Mieux, le secteur se veut pourvoyeur d'emplois. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré la deuxième usine de la Société de cimenterie de Côte d'Ivoire. Elle veut renforcer sa capacité de production. Pour Konedo Songui, président du groupe Atlantique, ce sont les politiques mises en œuvre par le président Alassane Ouattara qui font la force du secteur. Le président Alassane Ouattara est une formidable aubaine. Tant son programme de construction d'infrastructures s'avère être une formidable locomotive pour l'ensemble du secteur des travaux publics et du bâtiment. Monsieur le Président, merci d'être ce président visionnaire dont les actes permettent à notre secteur de connaître l'élan qu'il vit depuis quelque temps. L'occasion pour le président du groupe d'inviter les investisseurs ivoiriens à aller plus loin. Le temps est venu pour les Ivoiriens, pour les investisseurs ivoiriens, d'ajouter une corde à leur arc. Nous avons pensé que la part décisive que peut prendre l'industrie dans le développement du pays est telle que les investisseurs ivoiriens ne peuvent pas manquer à cet appel. Première cimenterie à capitaux 100% ivoiriens, la SSCI va créer plus de 3000 emplois et contribuer à une bonne exécution des grands travaux engagés dans le pays, conformément à la volonté du gouvernement pour le secteur privé. Plus que jamais, le président de la République encourage et le gouvernement accompagnera dans le cadre du programme des champions nationaux tous les Ivoiriens qui emprunteront ce chemin. Dans la même veine, nous encouragerons toutes les entreprises dans le pays qui accroîtront le revenu local de leur activité et associeront des acteurs nationaux compétents dans leur aventure dans une logique gagnant-gagnant. Mes chers frères, tout cela n'est possible aujourd'hui et ne pourra se poursuivre demain que si notre pays continue de maintenir cet écosystème exceptionnel de sécurité, de paix, de stabilité et donc de confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a réussi à créer depuis maintenant plus d'une décennie et qui a permis de réaliser ces succès reconnus par tous et que nous devons tous contribuer à maintenir pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations futures. Patrick Achi n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien ministre Konedo Songui. Vous inspirez non seulement les hommes, les jeunes, ceux du secteur privé, mais je voudrais surtout que vous puissiez nous inspirer, nous, acteurs politiques, pour dire qu'après la vie politique, il y a une vie possible, et certainement meilleure. Du haut de sa tribune, le Premier ministre lance un appel à l'audace du secteur privé ivoirien. C'est une décennie d'aventures économiques et industrielles extraordinaires qui s'ouvrent en face de nous. Une nation qui grandit et accélère, une jeunesse qui veut créer et entreprendre. Une terre de progrès et de prospérité qui se bâtit à soif de partenaires, de talents, de confiance, pour viser toujours plus haut, plus loin et plus vite. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une douzaine de cimenteries pour une capacité de production de près de 16 millions de tonnes.
Le lieutenant-colonel Damimba, investi président du Burkina Faso, jusqu'ici président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso et chef de la junte pouvoir. Il est désormais aux commandes jusqu'à la fin de la période de transition qui n'est pas encore déterminée. Lors de son investiture, le tout nouveau président a tenu à préciser qu'il n'agit pas dans une logique révolutionnaire, mais qu'il s'agit d'une transformation positive profonde. Et puis en bref, les eurodéputés ont approuvé hier un nouveau soutien financier de l'Union européenne à l'Ukraine d'un montant de 1,2 milliard d'euros, soit 780 milliards de francs CFA pour aider ce pays sous la menace d'un nouveau conflit avec la Russie. Ce prêt sur 12 mois alloué en 2 tranches a été proposé par la Commission européenne fin janvier et approuvé par les États membres vendredi. Voilà, c'est tout pour ce premier point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Régis, Kofi, merci. Vous avez insisté pour passer à 6h30. Le prochain rendez-vous, on va faire quoi? 7h pile? 7h pile. Voilà. À tout de suite, Régis. Merci pour ce premier flash d'information. Intéressons-nous aux différentes rubriques de cette journée. Au cours de cette émission, vous aurez donc, après bien sûr, les flashs d'information et la météo qu'on vous a servi tout à l'heure, les informations jour J qu'on découvre avec le sommaire illustré que nous propose notre réalisateur Jacques Brou. Nous avons donc les informations jour J. 2 informations pour vous aujourd'hui. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, vous les aurez. Une autre rubrique, combien ça coûte, que vous appréciez particulièrement dans la mesure où cette rubrique vous donne toutes les informations nécessaires pour bien faire vos emplettes dans les marchés et supermarchés d'Abidjan, parce que les prix concernent Abidjan. Méliane Cuny est déjà... très inspirée dans ce studio pour la rubrique vrai ou faux. Elle nous dira si ce qu'on voit sur les réseaux sociaux sont justes. On se mettra en forme avec la rubrique fitness. On fera des étirements pour garder la forme. En mode intégral aujourd'hui, la revue de presse nous sera servie par Renaud Kevin Kobia et Lee Aimé. Ils sont déjà prêts. Et l'invité du jour, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux. L'invité du jour, c'est donc Dr Envo Blanchard. On parlera de diabète, mais sur le plan mondial. On terminera avec l'info express. Voici ce qu'on vous réserve pour les différentes rubriques de cette journée. On commence maintenant avec les informations jour J. Première information juste pour vous. Le Salon de la mobilité en Afrique se tient du 17 au 19 février 2022 à la Kestab, c'est bien sûr au plateau à Abidjan et ça commence aujourd'hui donc le 17 février. Le forum économique WBCF, qui a débuté depuis le mardi 15 février, prendra fin aujourd'hui 17 février 2022, toujours au plateau, mais cette fois-ci à la Bibliothèque nationale, bien sûr, à Abidjan. Donc, on a 2 rendez-vous à Abidjan. Le Salon de la mobilité en Afrique qui commence aujourd'hui et le forum WBCF qui se termine aujourd'hui. Et tout cela dans la belle commune du Plateau. Allez, on prend de quoi noter pour combien ça coûte. Combien ça coûte? Approchez, approchez. Nous sommes chez le boucher aujourd'hui et nous parlons de viande de bœuf. Je me demande si on peut faire autre chose dans la semaine sans toucher à la viande de bœuf. Tout le monde en consomme en Côte d'Ivoire. La viande de bœuf, et si vous voulez la voir sans les os, il faut débourser 3 500 francs CFA pour le kilogramme. Ensuite, on aura la viande de bœuf avec les os, bien sûr, à 3 000 francs CFA. Quand je pense qu'avant, on déboursait moins de 1 500 francs pour le kilo et qu'aujourd'hui, on est à 3 000 francs CFA, franchement, ça fait un peu mal au cœur. La vie devient de plus en plus chère. Mais bon, courage à nous tous. Le poulet de chair est à 2 000 francs CFA. Et là, ce sont les prix pratiqués à Abidjan. Donc, au-delà d'Abidjan, les prix vont forcément varier. Donc, Abidjan et alentour, quand je parle d'alentour, je parle
de Bassam jusqu'à Dabou, tout ça, voilà, vous aurez le poulet de chair à 2000 francs CFA. Après, sont les prix conseillés, sont les prix indiqués, mais chaque revendeur peut faire ce qu'il veut. À vous maintenant de ramener le revendeur au prix conseillé par la négociation, bien sûr. Le rognon de bœuf, et c'est le bœuf importé qui est concerné, est à 1800 francs CFA le kilogramme. On aura des pâtes de bœuf importées à 1800 francs CFA le kilogramme. Et puis on termine avec le foie de bœuf qui nous est réservé à 1400 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour la rubrique « Combien ça coûte ?» Méliane Cuny nous dira tout à l'heure si ces informations sont justes ou fausses. Vous savez, on parlera d'un enfant qui a été ressuscité, de Maître James, du chantre de l'impérialisme, de la tentative d'assassinat du président Tshisekedi, de l'hydrochloroquine à base de citron et de pamplemousse. Est-ce que tout ce qu'on a vu est juste ou bien c'est faux? On le découvre maintenant. Mélio, ça c'est le deuxième jingle pour la recevoir. Comment ça va? Ça va super bien. Toujours pimpante. Merci. Merci. De t'installer convenablement à ton aise pour nous dire les nouvelles. Nous sommes très affairés, très intéressés. Oui. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on voit tellement de choses. Informations. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Commençons tout de suite. OK. La première information, c'est qu'on a vu la charte de l'impérialisme. Oui, ça circulait sur les réseaux sociaux. Cette charte disait que l'Afrique devait dépendre des Occidentaux et tout, et que cette charte existait et qu'elle a été signée par nos ancêtres et tout. Les gars, sciencés, c'est faux. Et on peut même vérifier ça au niveau du musée. On a le musée de Londres et tout dans les différents musées. Donc la charte de l'impérialisme qui visait à maintenir l'Afrique en sous-développement, c'est faux. C'est vrai que vous voulez vous affirmer, vous lancer des slogans et tout pour affirmer votre africanité, mais c'est faux, pardonnez. Arrêtez d'intoxiquer les jeunes, c'est faux. La charte n'a jamais été signée. Bon, attention. Et concernant cet enfant qui a été ressuscité, c'est... Oui, on va regarder. C'est vrai, c'est faux? On regarde la vidéo? On regarde la vidéo, oui. C'est un film. C'est une publicité même. C'est l'extrait d'une pub. Et ils ont dit qu'il fallait juste coller son enfant sur sa poitrine. S'il ne respire pas, l'enfant allait respirer. Ces larmes vont toucher l'enfant, voilà. Et tu vois, sa main va commencer à bouger et tout, l'enfant va ressusciter. Et donc... Donc, ils ont dit, oui, les larmes d'une mère peuvent ressusciter un enfant. Non, mais au-delà d'une mère, c'est l'effet kangourou, en fait. Ouais. Quand vous avez un enfant dans une couveuse, il faut souvent mettre l'enfant, mais c'est juste pour interpeller. Bon, attendez, quand vous voyez la vidéo, maintenant, ce qu'ils ont écrit là... En fait, j'ai mis l'intégralité. Voilà, non, mais ce qu'ils ont écrit là, ça veut dire quoi? Avant d'interpréter, allons-y. J'étais fait quoi? Ah non, mais ce qu'ils ont écrit là, c'est en fait, c'était... C'est en anglais ou c'est en arabe, c'est en chinois ou... C'est en hindi, qu'ils ont écrit. En mandarin ou... Bon, frère, toi, tu as lu là. Tu as compris quoi? Et ça, toi, tu as donné le thème. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé la partie, le texte. Donc, la vidéo, là, c'est l'intégralité. Mais toi-même, quand tu vois le texte, là, tu comprends quoi, dites? Moi, j'ai vérifié. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches par image inversée avec Google. Et on s'est rendu compte que c'était une publicité, en fait, pour du lait maternel.
Yeah. Et nous, on a pris juste la petite partie là, et puis ça circule sur les réseaux sociaux pour dire oui, voilà, pour ressusciter. Si ton enfant a un souci et tout, tu peux juste le mettre sur ta poitrine, il va ressusciter. Et ça, donc après... Non, mais après, les gens déforment l'information. Il faut dire que pour toutes les mamans qui sont passées par des épreuves difficiles, voyant leur bout de chou après la naissance en couveuse, il y a des médecins qui recommandent... La méthode kangourou. Ça, c'est pour les prématurés. Voilà. Donc, vous pouvez mettre l'enfant sur la poitrine parce que l'enfant n'a plus cette chaleur maternelle. Il sort du ventre, il est esselé dans la couveuse. Donc, il faut encore ce contact. Le contact, voilà, le contact maternel. Et ça, c'est sous conseil médical. Voilà. Mais maintenant, qu'il y ait la partie où une seule larme de la maman peut ressusciter un enfant, ça... Bon, je ne l'ai pas encore... C'est vrai qu'on est dans l'émotionnel, mais il faut faire attention à ce qu'on donne. Parce qu'après, cette vidéo a été utilisée pour décrier l'attitude des femmes et tout sur les réseaux sociaux pour dire que les femmes africaines ne le font pas, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a parlé de... On va faire comparaison là. Qui prend enfant normalement? C'est nous là, après, comme on met bébé au dos, amener, ils ont les techniques pour mettre bébé au dos. Nous, on prend le pagne qu'on attache. Tu fais tout ce que tu as fait la journée, bébé. Il est au dos. Alors? Même au champ. Ah bon, passons. Après l'enfant ressuscité... Maître Gims. Ah, j'adore cet artiste. Allons-y. Maître Gims, on a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux disant que Maître Gims offre 5 000 € à tout internaute qui lui envoie un bonjour. Si la vie était si facile. Voilà. Pourquoi nous réveillons à 5 heures non, à 3 heures du matin pour être au travail à 5 heures. On va mener des bonjours pour avoir les 5 000 €. Allons-y. Mais c'est faux, parce que ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris une photo de Maître Gims. Et si vous voyez la main qui est juste à côté, l'illustration, là, lorsqu'on fait la recherche par image inversée, on se rend compte que c'est même pas la main de Maître Gims, en réalité. Mais regardez la couleur même de... C'est pas la main de Maître Gims, mais dès que l'information est passée, automatiquement, tout le monde dit « Ah, Maître Gims !» Tout le monde a commencé à envoyer de bonjour. Tout le monde allait lui dire. Mais c'est bon, il aura un peu plus de fans, un peu plus d'internautes, de followers. Et là, on arrive au président Tshisekedi, malheureusement. Après les informations. Voilà. Il y a eu un faux tweet. Depuis la semaine dernière, je parle des tweets. Il faut faire attention. Il y a eu un faux tweet en utilisant le logo de RFI pour annoncer une tentative d'assassinat contre Félix Tshisekedi. Vous voyez là, ils ont même récupéré le logo certifié et tout, et ils ont mis urgent RDC tentative d'assassinat. En fait, c'est pas RFI qui a passé l'information. C'est pas RFI qui a passé l'information. Ils ont truqué l'image et ils ont pris juste le dessus du logo des RFI et tout, et ils ont mis les textes en bas. Il faut toujours vérifier, comme on le dit, vérifier les caractères. Quand vous comptez les caractères, vous vous rendez compte que non seulement on a dépassé le nombre de caractères, mais encore, vous allez sur le compte officiel de RFI, vous n'allez nullement retrouver cette information. Donc lorsque vous recevez une capture d'écran d'un média, avant d'accuser le média, il faut vérifier parce que c'est faux. C'était un faux tweet et ils ont accusé RFI comme ça. Bon, maintenant, moi, il y a une grande question. Qu'est-ce qui se passe entre la chloroquine, le citron et les pamplemousses? On nous dit qu'il y a on peut fabriquer de l'hydrochloroquine avec le citron, la pamplemousse, juste parce que c'est acide et tout. Et hydrochloroquine, là, même, là, c'est pas amer, même. Donc, c'est comme ça le fait, là. C'est zéro. Et en fait, le TikTok est passé et tout le monde a récupéré automatiquement la peau des pamplemousses, la peau des citrons, commencé à faire des mixtures et tout pour avoir l'hydrochloroquine pour mieux se sentir. Mais c'est faux. Déjà, dans la peau de ces agrumes-là, c'est vrai qu'on a de la vitamine C, mais on n'a pas de l'hydrochloroquine. Et puis, bon, ça va pas parce que tout ça, c'est pour guérir de la Covid, hein. Donc on dit, n'achetez plus les médicaments, fabriquez vous-même votre hydroxychloroquine. En fait, on a fini avec les feuilles de Nîmes, quoi. Non, on a fini avec les feuilles de Nîmes. Là, maintenant, en fait, et vu que le nom, il est un peu scientifique, tout le monde se dit, ah, mais ouais, je crois que ça peut être utile et tout. Et c'est faux. Tu as bu, j'ai envie de dire que vous avez consommé la peau du citron longtemps. Ça va vous faire du bien parce qu'il y a de la vitamine C dedans, mais sinon, c'est pas de l'hydroxychloroquine. Très bien, c'était donc tout pour la rubrique vrai ou faux. Finalement, aujourd'hui, aucune information. Non, tout ce qu'on a eu, tout était faux. D'accord, très bien. Mais on peut vous garder quelques secondes. On a plusieurs téléspectateurs qui partagent avec nous leur routine. Et parmi ces téléspectateurs, on se rend compte qu'il y en a qui ne peuvent pas suivre Matin Bonheur et qui s'en plaignent, qui nous emmènent des messages. Comment donc les aider ?
hein, vous qui êtes experte digitale, à revoir nos émissions? Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut aller sur la chaîne YouTube de la RTI pour revoir. Quand on va sur YouTube, on tape quoi? Vous allez sur YouTube, vous tapez RTI officiel, vous allez avoir la chaîne YouTube de la RTI, vous tapez Matin Bonheur, il y a une liste de lecture de Matin Bonheur et vous avez la possibilité de revoir l'émission. L'émission repasse aussi à 14h. 14h30 maintenant sur la chaîne nationale. Allez sur YouTube, vous allez voir toutes les émissions, aussi sur les pages Facebook. Hein. Oui, bien sûr. Et on a la possibilité d'avoir les insolites de Tata Naomi là-bas. De moi, elle oublie ce qu'elle fait derrière les caméras. On l'a monté. Donc, on a l'envers du décor justement sur la page Facebook aussi de Matin Bonheur. Donc vous faites partie de la famille. Donc allez sur les différentes plateformes, sur nos réseaux sociaux pour vivre avec nous Matin Bonheur, tout simplement. C'est tout. Donc vous tapez Matin Bonheur et puis vous pouvez aussi mettre la date de l'émission qui vous intéresse. Voilà, la date de l'émission aussi. Voilà. Et ici à Matin Bonheur, on travaille en alternance, on présente l'émission en alternance avec le mannequin des présentateurs, Thierry Angeval. Donc vous allez voir que cette semaine c'est Naomi, la semaine prochaine ça sera Thierry Angeval Zaïbé, son nom BTS sorti. Oui. Zaïbé. Donc, il suffit de taper Matin Bonheur du, je sais pas moi, du 5 janvier 2022, même du 14 février. Du 14. Ça vous a touché un peu? Oui, j'ai aimé. Maman Claudia, sois saluée. Claudia, SA, sois SA. Bon, pour les fidèles de Matin Bonheur, ils savent de quoi nous parlons. Et puis, rappelons un dernier conseil pour les téléspectateurs et les internautes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit justement ces images? Rappelons le process de vérification. D'accord. On fait ce qu'on appelle des recherches par image inversée. Si cette image est officielle, ça veut dire qu'elle a été postée au moins une fois sur un site officiel. Donc vous allez vous rechercher l'image dans Google Images et vous allez vous rendre compte que cette image n'a jamais été publiée quelque part. Donc c'est une fausse information. Voilà, il faut faire attention. On se rappelle, on avait vu l'image du Maroc. Lorsqu'on a publié, on a dit que c'était le Congo. Lorsqu'on a fait la recherche, on s'est rendu compte que cette photo apparaissait au moins des dizaines de fois. Et c'était au Maroc avec géolocalisation et tout. Je vous dis toujours que chaque image a une information. Donc il faut faire attention. Faire très attention. Lorsque vous recevez une information, il faut la vérifier. Avant de partager une information, ne cherchez pas à avoir l'exclusivité, parce que bon, après l'exclusivité aussi, vous pouvez avoir l'exclusivité de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Hein. C'est ça. En voulant avoir trop l'exclusivité, bon, la MACA vous attend aussi. Donc il faut faire très attention. Vous avez une information, vérifiez-la, passez sur le site de la RTI, voir si cette information est là. Avec RTI Info, on a des infos express, on a les infos à tout moment. Donc vous pouvez vérifier les informations là-bas avant de partager. Sinon, Mais après, souvent, on reçoit des informations via l'application WhatsApp. Oui. Souvent, c'est des courriers, des messages. Comment on vérifie quand ce n'est pas une photo? Lorsqu'on reçoit un courrier, même un message, regardez la source. Demandez toujours à celui qui vous envoie le message, c'est qui ta source? D'où est-ce que ça provient? Généralement, ils mettent des sources et ils mettent des noms, soit anglophones et tout. Allez taper le nom. Allez rechercher ce nom-là sur Google. On vous dit que c'est Méliane Cuny qui l'a dit. Vous prenez mon nom, vous mettez dans Google et vous allez aller sur mes plateformes. Où est-ce que j'ai dit l'information? Vous allez retrouver. Et aujourd'hui, avec Facebook, on a Who Posted What, qui est une plateforme qui permet de savoir qui a publié quoi, quand, comment, à quelle heure, en fonction des recherches. Donc, ce Who quoi que tu as dit là, tu peux répéter? Who Posted What. D'accord. Who Posted What. Ça, on va revenir dessus la prochaine fois pour pouvoir mieux expliquer à tous les téléspectateurs. On va faire même une démo, c'est plus simple. C'est ici qu'on dit au revoir à Méliane Cuny pour retrouver Régis Kofi pour le deuxième. C'est quoi? Elle a toujours ce truc pour me faire éclater de rire sur le plateau. Régis Kofi, il est prêt pour le deuxième flash d'information. Méliane. L'actualité du retour, bienvenue dans ce 7h. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé un séminaire à l'intention de ses gestionnaires de crédit ainsi que les acteurs clés du processus de la dépense publique. L'objectif étant de faire le bilan de l'exécutif budgétaire 2021 et prendre les dispositions pour une meilleure gestion 2022. Le reportage de Jean-Luc Bambou.
Faire le bilan de l'exécution budgétaire 2021 et prendre les dispositions pour une meilleure gestion 2022. L'objectif de la rentrée budgétaire du ministère de l'Économie et des Finances était bien affiché. En 2020, nous étions donc à 74%, c'était donc la première année du budget programme. Nous sommes à 84,9%. Le taux, il est certes satisfaisant, mais nous pouvons faire mieux. Il était donc bon que nous nous retrouvons, que nous regardons ce qui a marché en 2021, que nous regardons ce qui n'a pas marché et que nous puissions donc améliorer. Il y a certainement eu des points forts en 2021, il y a eu des points faibles. Nous cherchons donc à conserver les points forts et à améliorer les points faibles qui ont été constatés dans le cadre de la gestion 2021. Tout en s'inscrivant dans la dynamique de consolidation des bases de la croissance économique du pays, l'exécution du budget 2022 se fera dans un contexte de poursuite du budget programme avec en vue l'atteinte des objectifs de résultats fixés lors de la budgétisation. La quête perpétuelle de la performance et de la redevabilité dans laquelle s'inscrit le gouvernement en matière de gestion des finances publiques implique un alignement de toutes les structures publiques. Fort de cela, le ministère de l'Économie et des Finances, acteur clé de la mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances publiques, a une obligation de résultat et d'exemplarité dans l'exécution de son budget qui doit refléter tous les indicateurs de bonne gestion. De façon spécifique, cette rentrée budgétaire aura consisté notamment à vulgariser les difficultés rencontrées par les gestionnaires des crédits, tout en les sensibilisant aux mesures édictées pour une exécution optimale du budget. Les acteurs intervenant dans le secteur des PME et de l'artisanat dressent le bilan de leurs activités. C'était au cours de la présentation des vœux de Nouvel An au ministre de tutelle. Reportage. En vue de remédier plus efficacement aux difficultés structurelles et financières que rencontrent les PME, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement, dont la récente signature d'une convention cadre entre le ministère des PME et le Fonds de solidarité africain FSA, estimé à 60 milliards de francs CFA. Un fonds qui vient combler le déficit financier des PME afin de les rendre plus compétitives sur le marché. Notre action doit être axée sur la poursuite de manière efficace de la promotion des PME et des entreprises artisanales en vue de leur permettre de jouer pleinement le rôle de moteur de croissance et de vecteur de développement. Pour sa première sortie officielle de l'année 2022, le ministre Félix Miezan-Anoblé a rappelé à toute son équipe l'un des engagements forts qui est de faire du secteur des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel un levier important dans la création des richesses et d'emplois décents et durables. Si chacun de nous s'approprie ces valeurs, nous pourrions atteindre nos objectifs consignés dans les différents programmes nationaux de développement et la stratégie Côte d'Ivoire 2030 qui se résume à la transformation de manière améliorative de l'écosystème des PME et de l'artisanat, mais également à la migration des acteurs de ces secteurs vers la formalisation. Comme action à mener pour les prochains mois, il est prévu la réalisation d'un vaste programme d'acquisition, d'aménagement et de réhabilitation des sites dédiés à l'artisanat d'un coût global de 80 milliards de francs CFA. En bref, le président français Emmanuel Macron a réuni hier soir à Paris plusieurs dirigeants africains et européens avant l'annonce attendue d'un retrait du Mali après 9 ans d'intervention militaire contre les djihadistes. Départ rendu inévitable par les relations exécrables avec la junte au pouvoir à Bamako. Une conférence de presse est prévue ce jeudi matin à l'Élysée, a annoncé la présidence. Qui peut prétendre connaître Nodal Lelandais après ces 3 semaines d'audience, interroge maître Yves Crespin, avocat de 2 associations de protection de l'enfance à l'issue de sa plaidoirie dans le procès du meurtre de la petite Maëlys. Regardons. Qui peut prétendre connaître Nordal Lelandais après 3 semaines d'audience? Qui peut dire il est comme ça, il est comme ci? Personne. Personne ne le connaît. Même son avocat ne le connaît pas. Et pourtant, ils ont des relations très, très proches. Hein. Il le soutient depuis longtemps, M. Jakubowicz. Mais il ne le connaît pas.
Et les experts n'ont pas réussi à approcher au plus près. Ils ont déterminé une dangerosité psychiatrique, ils ont déterminé une dangerosité criminologique, mais on n'a pas de réponse quant à la véritable personnalité de Nordal Lelandais. C'est un criminel dont je me souviendrai, c'est sûr. Voilà, retour de l'information à 7h30. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. Massa. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Et ici à Matin Bonheur, on est toujours de bonne humeur et en pleine santé. Là, on retrouve nos amis de la revue de presse, l'IME. Bonjour, bonjour Renaud. Ben dis donc, messieurs, tout ça, c'est volumineux quand même, hein? Ouais. C'est très riche aujourd'hui pour la revue de presse intégrale. Hein? Oui. Ben, on s'installe confortablement. Après le sport, on boit un peu d'eau, du thé chaud, du café chaud, du chocolat chaud. C'est selon. Pour suivre Renaud, Kevin, Kobia et l'IME pour la revue de presse intégrale. Voilà, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'intégrale de la revue de presse. Nous sommes en compagnie de l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. On profite de l'occasion pour saluer toutes les populations de la plus grande commune de Côte d'Ivoire qui nous suivent, hein, très nombreuses, grâce à l'IME notamment. Allez, l'IME, on démarre tout de suite la revue de presse du jour avec l'interview que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordée hier aux médias du groupe France Média Monde. Et à l'occasion de cette interview, bien évidemment, il a fait le tour de l'actualité nationale, internationale et sous-régionale. Justement, Alassane Ouattara et les journalistes de France 24 et RFI ont eu l'occasion donc de faire un large tour d'horizon. Ils ont évoqué naturellement les questions de sécurité. Renaud, vous le savez, la sous-région ouest-africaine est en proie à l'insécurité due à la menace terroriste, mais également alimentée par les coups d'État à répétition. Et cela a été l'objet donc de cet entretien. Le président Alassane Ouattara qui a dit sa préoccupation pour tout ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et il s'est dit préoccupé et a souhaité l'intervention, que dis-je, le sens de la responsabilité de tous pour faire en sorte que l'ordre constitutionnel soit respecté dans ces pays-là, parce que la sécurité aussi passe d'abord par le respect de l'ordre constitutionnel, faire en sorte qu'il y ait un État donc en place, dirigé par un président de la République, donc élu, avec tous les pouvoirs possibles pour faire en sorte que toutes les composantes de la société soient donc autour du gouvernement pour faire en sorte que la menace terroriste-là puisse reculer à travers des actions conjuguées. Il s'est dit préoccupé donc par la situation au Mali, où la population commence à subir le contre-coup des sanctions. Les sanctions d'abord, mais à l'origine de ces sanctions-là, des embrouilles entre l'État malien et la CEDEAO, et ensuite avec la France, on a annoncé dans la foulée le retrait de la force Barkhane au Mali. Ce qui inquiète au plus haut point, le chef de l'État en a parlé. Oui, justement, il s'est dit sérieusement préoccupé par cette situation et a déploré que cela arrive. Vous savez, la force Barkhane au Mali, c'est plus de 50 militaires que les Français ont perdu donc dans et c'est une force tampon quand même contre la menace terroriste. Plus d'1 milliard de francs CFA par an. C'est dire qu'il était important donc pour la sous-région, pour la sécurité de la sous-région, que cette force-là soit au Mali, parce que la menace terroriste, elle est réelle. Aujourd'hui, les Russes interviennent dans ce pays.
Mais le président Alassane pas officiellement, hein, ce n'est pas l'État russe qui intervient, ce sont des mercenaires, comme on le dit, hein, de la force Wagner. Et c'est ce que le président de la République de Côte d'Ivoire a souligné. Oui. Les États traitent d'État à État. Oui. Donc quand un État se retrouve à composer avec une force qui n'est pas légalement, qui ne travaille pas pour un État qui ne travaille normal. Pas pour un État, il a estimé que les choses ne devraient pas se faire de cette façon-là. Oui. Et le disant également, il a jeté un coup d'œil sur la situation au Burkina Faso. Mais avant, le président Alassane Ouattara a souhaité qu'au Mali, on puisse le plus rapidement possible revenir à l'ordre constitutionnel. Vous savez que beaucoup de choses avaient été dites sur les discussions au niveau de la CEDEAO sur le cas du Mali, et notamment l'intervention du président ivoirien. Et sur cette question-là, M. Alassane Ouattara a levé toutes sortes d'équivoques en disant que les décisions de la CEDEAO sont prises de façon collégiale et c'est l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO qui prennent donc des décisions et que les sanctions qui sont prises ne sont pas le fait du président Alassane Ouattara et que c'est la CEDEAO qui travaille et qui fait en sorte que l'ordre soit respecté. Il s'agit donc d'appliquer les tests de la CEDEAO et que si le Mali revient à de meilleurs sentiments, il ne devrait pas avoir de sanctions encore. Il s'est dit peiner surtout par ces sanctions-là qui devraient pouvoir rejaillir sur les populations, d'innocentes populations au Mali. En tout cas, le chef de l'État a dit, comme l'avait dit, toute son amertume par rapport à la situation que vivent les populations au Mali. Et au cours de cette interview, le chef de l'État n'a éludé aucun sujet. Les journalistes de RFI et France 24 lui ont notamment posé la question de savoir pourquoi, au niveau des sanctions, entre le Mali et le Burkina Faso, entre le Mali et la Guinée plutôt, on a l'impression d'avoir du deux poids, deux mesures. D'un côté, les Maliens qui sont durement sanctionnés, et de l'autre, la Guinée ou la CEDEAO, il va quand même doucement, quoi. Mais il faut savoir que ce qui a été l'élément déclencheur au Mali, ce sont les tergiversations de la junte au pouvoir. Au départ, la CEDEAO n'était pas aussi dure avec le Mali. C'est quand la junte décide de s'offrir un mandat entier, 5 ans de transition, oui. C'est quand même un peu trop. Et c'est ce qui a provoqué le courroux en griffe des chefs d'État de la CEDEAO. Oui. Je crois que le Mali, les militaires ont les manettes. Il suffit donc de faire encore des concessions, faire en sorte que, voilà, en tenant compte bien entendu des tests de la CEDEAO, voilà, donc l'Union ouest-africaine devrait pouvoir donc se montrer un peu plus clémente si la junte revient de meilleurs sentiments. Voilà. En tout cas, autre sujet aussi qui fait l'actualité en ce moment, hein, c'est le prétendu audio qu'il y aurait eu entre le chef de l'État Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre malien. Là encore, le chef de l'État a tenu à lever tout équivoque. Oui, il a dit que les réseaux sociaux, c'est pas son fort. Ceux qui ont l'enregistrement devraient pouvoir chercher à l'authentifier, mais lui, il ne se sent nullement inquiété par cette situation. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout faire. Ce sont les propos du président. Ce sont les mots du président Alassane Ouattara, oui. Et en cela, il n'a pas voulu vraiment s'attarder sur cette situation qu'il estime qui n'a pas jugé vraiment nécessaire de faire un long débat autour de la question. Voilà, il y a des spécialistes en la matière qui pourront donc faire leur travail afin d'authentifier les voix entendues dans l'audio. Et au cours de cette interview aussi, le chef de l'État a dit que les ex-présidents Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et lui se parlaient régulièrement. Il a dit qu'il avait parlé notamment à Laurent Gbagbo il n'y avait pas longtemps de cela. On passe à un autre sujet en parlant justement de Laurent Gbagbo. Hier, au cours de la séance de dialogue politique, la question de ses avoirs était au cœur des discussions et c'est le quotidien L'Inter qui nous en parle. Oui, selon nos confrères de l'Inter, les avoirs de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, restent encore gelés depuis son retour au mois de juin dernier. Et cette situation a été expliquée lors de ce débat-là par le garde des Sceaux, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui a expliqué cela par le fait que, en rentrant en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo avait déjà été condamné, je crois, en 2018. Oui, dans l'affaire du cas de la BCEAO. Dans l'affaire des cas de la BCEAO et que, suite à ce procès, les avocats
de M. Laurent Gbagbo n'avait pas fait d'appel, et ce qui rend donc exécutoire la mesure en question. Mais je pense qu'autour de cette table de discussion, la dynamique actuelle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mesures d'apaisement. L'opposition met cela sur la table comme une possible mesure d'apaisement. Le gouvernement a donné ses justifications, s'est expliqué sur la question par l'entremise du ministre de la Justice. Je pense que la question va être également regardée encore de plus près lors de ce dialogue politique qui est à son 5e round. Lesquelles discussions ont été donc suspendues pour la semaine prochaine. En tout cas, on attend que ce dialogue politique-là reprenne, en tout cas les discussions, pour que ça aboutisse à quelque chose de probant pour la quiétude des Ivoiriens. On parle de sport, on va sur un autre terrain, on sort de la politique pour parler de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FIF qui doit se tenir très bientôt, Assemblée Générale Extraordinaire au cours de laquelle les questions de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football notamment seront traitées. Oui, un rendez-vous important attendu par l'ensemble des Ivoiriens. Vous savez qu'au-delà de la politique, la question du sport, surtout du football, suscite beaucoup d'intérêt chez les Ivoiriens. Et on a vu les différents rebondissements dans l'affaire de l'élection à la FIF. Pour ce qui arrive, il va s'agir donc de l'adoption du code électoral et tout ce qui va avec donc l'organisation des élections à venir. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment des tests consensuels. Les tests ont déjà été remis aux différents représentants des clubs pour que, au niveau de l'Assemblée générale, donc, ils puissent statuer sur les tests, les adopter pour qu'enfin on puisse passer donc à une autre étape de l'agenda de la présidente Dao Gabala. Vous savez que les embrouilles au niveau de la Fédération ivoirienne de football avaient conduit donc la FIFA à nous mettre sous tutelle. Il faut qu'on sorte de cela. Beaucoup de défis attendent donc le football ivoirien. Il faut qu'on sorte donc de cette histoire de normalisation et qu'il y ait des instances qui sortent, qui sont le fruit donc d'élections démocratiques et que tous les acteurs du football ivoirien puissent se retrouver donc pour parler d'une même voix, pour que le ballon continue donc de rouler sur le Et ce sera le 26 février que se tiendra cette Assemblée Générale Liémé. Depuis quelque temps, il pleut en Côte d'Ivoire. On est au mois de février, chose inhabituelle. Et la Sodexam, la société de météorologie, a apporté des explications à cette situation. Oui, Renaud, tu l'as dit, et le mois de février 2021 a été le mois le plus pluvieux depuis près de 20 ans maintenant. On a annoncé plus de 174 mm de pluie en un seul mois. Ces pluies de l'intersaison sont donc, on va dire, l'intermédiaire entre la saison sèche et la saison des pluies. Mais quand ces pluies-là sont abondantes comme ça, elles inquiètent. On s'interroge déjà sur ce que sera la saison des pluies, si déjà au niveau de l'intersaison, les pluies sont aussi abondantes. Et la Sodexam, qui est donc spécialiste en la matière, a essayé quand même d'expliquer cette situation-là. En tout cas, quand vous sortez ces temps-ci, gardez votre parapluie à portée de main. Apparemment, l'IME, où une situation tragique s'est produite hier, un incendie dans une boulangerie qui a fait 8 morts et plusieurs blessés. Oui, c'est un drame. Plus de 7 morts dans l'incendie, dans une seule matinée, dans une ville de l'intérieur du pays. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est endeuillée. À l'origine, donc, une affaire de gaz butane qui a explosé donc, dans une boulangerie. Et les flammes qui s'en ont suivi ont également contaminé les maisons environnantes et la pâtisserie qui était juste à côté aussi. Beaucoup de dégâts matériels, des pertes en vies humaines, des blessés et tout ça. C'est une matinée difficile pour la ville de Mans, mais aussi et surtout pour la Côte d'Ivoire. Oui, en tout cas, situation déplorable. On souhaite pour rétablissement à tous les blessés de ce sinistre et puis condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie. L'IME, on va refermer avec un sujet plus reluisant et c'est avec Biche qui se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui les femmes mariées se retrouvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles y cherchent? Les réseaux sociaux, c'est fait pour tout le monde. Maintenant, après, les femmes mariées, qu'est-ce qu'elles y font? Peut-être que la question devrait se poser... je pense que là, l'image qu'on a en illustration... Qu'une femme mariée peut-être se retrouve avec des photos, des vidéos un peu osées quand
main sur les réseaux sociaux, ça interpelle et je pense que c'est ce qui a interpellé nos confrères de Guiche. On se souvient que dans les années 2000, une scène tournée dans le plateau en plein cœur de la cité administrative, qui est donc une femme mariée, avait défrayé la chronique. Attention aux réseaux sociaux, c'est bien d'y aller, mais attention, lorsqu'on ne maîtrise pas les rouages, lorsqu'on n'a pas vraiment les bonnes manettes, qu'on n'a pas la bonne information, il faut faire attention. Les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux, surtout quand on est marié. C'est vrai, on peut aller à la piscine avec monsieur, mais ça reste vraiment dans le sec dans la cellule de monsieur, madame et de ceux qui partagent la même piscine que vous. Mais quand les mêmes photos se retrouvent encore sur les réseaux sociaux... Ici, le point que le confrère touche du doigt, je veux dire, avec l'image qu'on a en illustration, là, on voit une femme apparemment mariée dont l'époux rentre chez lui et qui trouve sa femme en train d'envoyer des images à son amant. Voilà, parce qu'elle appelle bébé quand même. Voilà, c'est de ça que parle le confrère. C'est ce que j'ai appelé tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux, mais quand on y va pour faire quoi? Voilà, quand on est femme mariée, je pense que même quand on n'est pas marié, les réseaux sociaux ne sont pas forcément le cadre de ces envolées sentimentales. Quand on n'est pas sûr de maîtriser les réseaux sociaux, faites attention. Vous savez qu'aujourd'hui, la police est obligée d'intervenir à chaque fois pour des cas de situations de mœurs, des situations de mœurs, ou encore parce qu'après l'amant qui se montait tellement gentil a retourné sa veste et qu'il on a eu une situation il se retrouve en train de faire du chantage. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Faire attention, mais je pense que c'est là qu'on va chuter et on va laisser les téléspectateurs continuer le débat sur cette question dans leur foyer respectif. Merci de nous avoir suivis pour l'intégrale de la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Vous avez tout fait pour ne pas que je puisse intervenir. Il est déjà l'heure pour l'agenda. Mais on reviendra sur ce débat. Vous me connaissez, messieurs. C'était l'objectif. C'était l'objectif, qu'ils soient allés jusqu'au bout, mais à la seconde près. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention des différentes images que nous postons. Mais après, c'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a pas le droit d'aller sur... Non, je vous voyais venir, sur le... non, mais sérieux. Non, mais attendez, en plus, professionnellement parlant... Yahemé a été très diplomate dans le traitement de la question. Nous y reviendrons. Biche parle de l'infidélité. C'est ça le fond du problème. On va aller dans tous les sens. Bon, c'est l'heure de l'agenda. L'affairage après. Danse, conte, art du cirque et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. La finale à Matin Bonheur, quand on parle de finale, on parle de la dernière émission de la semaine. Mais lui, il joue sa finale aujourd'hui parce que c'est sa dernière intervention. On pourra le retrouver la semaine prochaine. Il s'agit de Régis Kofi qui nous arrive avec le troisième et dernier flash d'information de cette journée. Merci d'être avec nous pour ce dernier point de l'actualité dans cette matinale. Le vaccin contre le coronavirus rencontre l'adhésion des populations ivoiriennes. Les autorités sanitaires fixent de nouveaux objectifs. 16 millions de doses administrées d'ici le 30 juin 2022. C'est ce qu'a annoncé le directeur de cabinet du ministre de la Santé. On regarde. Consolider les acquis et aller toujours plus loin. C'est ainsi que l'on peut résumer le parcours vaccinal contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est engagé dans une dynamique de progression pour opérer un bond quantitatif en cette année 2022. Notre pays s'est fixé un nouvel objectif, celui d'enregistrer de façon cumulée 16 millions de doses administrées d'ici le 30 juin 2022. À ce jour, nous avons administré sur l'ensemble du territoire 9 896 467 doses de vaccins. Nous lançons un appel
aux populations, surtout à celles qui ont déjà reçu leur première dose, de venir dans les sites de vaccination pour recevoir leur deuxième dose ou pour être situés sur la période de disponibilité du vaccin qu'ils doivent recevoir. La campagne de vaccination menée du 2 au 16 février de cette année dans tous les districts et régions de Côte d'Ivoire est un indicateur de cette dynamique, car ce sont à ce jour 9 896 467 doses de vaccins administrées aux populations grâce à une stratégie au cœur de laquelle un accent particulier a été mis sur la sensibilisation de proximité, l'implication des communautés à divers niveaux socio-professionnels et toutes les parties prenantes dans la lutte contre la Covid-19. C'est l'occasion de mobiliser encore les personnes atteintes de comorbidité à se faire vacciner, ainsi que leur entourage. Ces personnes sont très exposées et par conséquent des personnes à risque. Malgré la vaccination, les mesures barrières demeurent toujours indispensables et sont efficaces pour lutter contre cette pandémie. Le pourcentage des personnes complètement vaccinées, en effet, est passé de 14% en fin d'année 2021 à 24% à ce jour, soit un gain de 10 points. Le ministère de la Santé ne le cache pas, beaucoup d'efforts restent à faire pour l'atteinte de l'objectif de 70%, lequel permet d'obtenir l'immunité collective et rompre la chaîne de contamination. C'est un reportage d'Eugène Atoubé. 600 cas de cataracte seront traités gratuitement grâce à la campagne dénommée Chirurgie gratuite, une campagne lancée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le Programme national de santé oculaire. Théodore Zouzou, Godefroy Okamawa. Hôpital général Oufoué-Boigne d'Abobo, Amani, habitant de la commune de Koumassi, vient dans l'espoir d'avoir une solution aux troubles de sa vision. Je suis allé à Yamsoukro, on me dit de déboucher une somme de 200 000 pour pouvoir me faire opérer. J'ai entendu qu'il y a une opération gratuite au CHC d'Abobo, c'est là que je suis venu. Comme à Mani, ils sont nombreux, ceux qui veulent se faire traiter de cette pathologie conduisant à la cécité. Cependant, tous ne peuvent pas passer à la chirurgie. Lorsqu'on annonce la gratuité, tout le monde vient quand même voir. Il y a des gens qui n'ont pas de cataracte, mais ils ont envie qu'on leur dise quelque chose. Donc il faut les examiner d'abord. Et si ce n'est pas la cataracte, les rassurer et puis les réorienter par rapport à leur pathologie. Le sparadrap qu'on met, c'est pour indiquer l'œil qui doit être opéré. Les patients atteints de la cataracte opérés témoignent de la gratuité de la prise en charge. Je suis venu ce matin. Dieu merci, j'ai eu les opérations. On ne paye pas. C'est gratuit. Cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre de la campagne gratuite de chirurgie des cas de cataracte, une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU. Exécutée par le Programme national de santé oculaire, elle bénéficie de l'appui technique et financier d'une ONG, Kata Charity. Cette campagne de promotion de la santé oculaire, qui commence ici à Abobo, vise à donner la vue à 600 personnes gratuitement. En Côte d'Ivoire, ce problème est tellement énorme que nous sommes pratiquement à près de 500 000 personnes qui, à ce jour-là, sont déjà atteintes d'une cécité liée à la cataracte. Et si on ne fait rien, chaque année, c'est 50 000 nouvelles personnes qui s'ajoutent à ce nombre. Et en allant avec cette courbe-là, nous allons aboutir à une population totalement aveugle, ce qui ne peut pas permettre d'atteindre les objectifs d'émergence que prône donc le gouvernement. Ce que la population doit faire, c'est de se déplacer pour venir se faire consulter, pour que cette pathologie-là, nous puissions diminuer au fur et à mesure que nous faisons cette campagne. Cette campagne lancée ce dimanche 13 février à Abobo prend fin le 28 février prochain. Des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels enregistrés dans un incendie à Mans. Le drame est survenu lors d'échanges d'un fût de gaz pour alimenter une boulangerie. Reportage. Gare routière de Mans, ce matin, un incendie consume cette pâtisserie et une autre boulangerie annexe. Selon un témoin des faits, une mauvaise manœuvre lors de la livraison d'une bonbonne de gaz à la boulangerie a entraîné la chute de celle-ci et son explosion.
Toujours selon son témoignage, un client de la boulangerie, 2 caissiers et lui-même ont juste eu le temps de se mettre à l'abri avant le drame. Les autres personnes présentes ont été prises au piège par les flammes. Les sapeurs-pompiers arrivés sur le lieu ont pu maîtriser l'incendie. Ils dénombrent malheureusement 7 victimes décédées et plusieurs dégâts matériels. Je voudrais vraiment les féliciter toutes les autorités, vraiment exprimer ma compassion à l'endroit des victimes. C'est le 2e accident de gaz en une semaine après celui de Grand Bassam. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Régis Kofi. On va le retrouver la semaine prochaine avec Thierry Angeval du lundi au jeudi pour Régis Kofi. Et les vendredis, ça sera l'affaire de Abdoulaye Koné pour les flashs d'information. Vous l'attendez, on le sait. On l'a annoncé depuis hier. Nous parlons de diabète sur le plan national et mondial. Il y a quelque chose qui se passe et c'est quand même effrayant. L'invité du jour aujourd'hui nous parle de santé. C'est docteur Envo Yves Blanchard qui nous parle aujourd'hui de l'alimentation et le diabète dans le monde. On en parle juste après ce jingle. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Dieu merci. Le tableau est effrayant quand on parle de diabète, quand on parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et même dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet en introduction? Alors merci beaucoup Naomi. Et si vous avez remarqué, depuis que vous me prenez en charge, vous avez remarqué que j'insiste beaucoup sur le diabète. Depuis que j'ai commencé, 1 an, 2 ans que j'ai fait cette émission, j'insiste beaucoup sur le diabète parce que, en fait, quelque chose est en train de se passer. Les chiffres sont très, très effrayants et il faudra qu'on puisse se prévenir. Quelque chose est en train de se passer. Je donne souvent dans mes conférences des valeurs. Vous voyez un peu, vous voyez ce tableau? C'est-à-dire que quand l'on sera, par exemple, en 2000, bon, ça passe tellement vite que vous voyez que... Voilà, si Est-ce qu'on peut mettre ce tableau à l'antenne pour nos téléspectateurs? Total des dépenses de santé dues au diabète chez les adultes de 20 à 79 ans vivant avec le diabète. À partir de 20 ans, hein? Oui, qui passe de 2006 à 2019, c'est-à-dire que les chiffres ont triplé. Waouh! Effectivement, on parle de 200 On était autour de 200 vers 2006, autour de 800, on tend vers 800 en 2019. En 2019, vous voyez. Je me demande si on n'a pas dépassé là en 2022. Effectivement, c'est-à-dire que ça, c'est les chiffres. Maintenant, en termes de victimes, c'est très, très effrayant. C'est-à-dire que, je prends quelques valeurs que nous avions. En 1980, on n'avait seulement que 108 millions. Dans le monde entier, 108 millions de diabétiques. Et en 2014, on s'est retrouvé à 422 millions de diabétiques. Aujourd'hui, on tend vers 600 millions de diabétiques. De 108 millions, on tend vers 600 millions de diabétiques. Il faudra que quelque chose soit fait. Il faudra, c'est urgent. J'insiste, même dans le mois d'octobre, lorsque tout le monde célébrait la journée du cancer du sein, il a insisté, allez chercher le cancer du sein sur les femmes qui ont fait de gros enfants. Je fais de la recherche. Allez chercher le cancer du sein, surtout sur les femmes qui ont fait de gros enfants à leur première maternité. J'insiste, il fait de la recherche. Il sait de quoi je vous parle. Et donc, concernant vos recherches, comment on peut expliquer donc l'évolution rapide du diabète dans le monde? Alors, les choses ont changé. C'est ce qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui, on parle de la transition nutritionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce brassage culturel, l'Ivoirien mange un peu comme l'Européen, ou bien l'Asiatique mange comme l'Africain. Et puis aussi, à cela, tout ce qui est changement, c'est-à-dire que la modernisation de nos villages, et puis tout ceci réduit un peu notre activité physique. Mais à cela, il faut dire aussi que l'on mange beaucoup. Voilà, nous mangeons beaucoup. Avant, nos parents ne mangeaient pas. Non, aujourd'hui, nous mangeons beaucoup parce qu'il y a tellement de nouveaux aliments, il y a tellement de publicité sur les aliments que nous mangeons beaucoup. Et à cela, il faut ajouter cette publicité que j'aime pas beaucoup. Manger 5 fruits et légumes. Souvent, c'est mal interprété. Certains croient qu'il faut manger beaucoup de fruits. On oublie qu'un fruit, c'est du sucre. Je vous assure, on a fait l'expérience avec seulement que 2 fruits par jour. Je me suis retrouvé avec des gens qui ont failli faire le diabète. Seulement que 2 fruits par jour. À plus forte raison, manger 5 fruits et légumes quand c'est mal interprété. Mais c'est un peu aussi de votre faute, hein, vous les diététiciens. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord. Il y en a qui vont vous dire il faut prendre des fruits le soir, par exemple, ne mangez pas, consommez juste des fruits. Et là, vous nous dites aussi, en tout cas vous, docteur Envo, de ne pas consommer de fruits, par exemple, après 17h. Donc il faut peut-être que votre corporation, là, vous puissiez parler d'une seule et même voix. Non, pas nous. Je vais vous dire ce qui se passe. Lorsqu'il s'agit d'un problème de cancer, vous allez voir un cancérologue. Un problème de cardiologie, vous allez voir un cardiologue. Mais quand il s'agit de l'alimentation, vous allez sur Internet.
Vous allez vous renseigner sur Internet. Voici le véritable problème, c'est ça. Vous pensez qu'on ne va pas vous voir, hein? C'est rare. Et puis encore, même, ils voyaient des spécialistes. Je prends un exemple. Vous allez, par exemple, quelqu'un commence à faire un jeune diabète, un petit diabète, un prédiabète. Non, moi j'ai vu mon diabétologue. Le diabétologue, il gère le diabète. Il peut donner des conseils sur l'alimentation, mais ce n'est pas le dépositaire des régimes alimentaires. Vous faites bien de parler de prédiabète parce que je vais demander à la réalisation de trouver l'intervention d'un de nos téléspectateurs. Merci déjà à vous qui réagissez sur nos différentes pages des réseaux sociaux pour poser des questions. Bien sûr, nos chroniqueurs, nos professionnels sont là pour vous aider. Il y en a un qui parle de prédiabète, il pose une question. On peut voir, merci, c'est Ismo Socrate. Non, là c'est comment prévenir, mais je parlais de celui qui parlait de prédiabète. Retrouver la question, c'est quoi justement ce prédiabète dont vous étiez en train de parler tout à l'heure? Alors, le prédiabète, c'est un état où le patient n'est pas encore diabétique, mais il n'a pas un taux de sucre normal. C'est-à-dire que vous faites des examens, je prends un exemple. Et il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs examens. Il y a la glycémie. Normalement, le taux de sucre normal, c'est de 0,7 à 1,10. Et puis après de 1,26, on peut parler de diabète. Mais entre la zone de 1,10 à 1,26, ou bien carrément, on fait l'hémoglobine glyquée. Quand on fait l'hémoglobine glyquée, c'est un examen qui montre votre consommation en sucre, c'est-à-dire la mémoire de la cellule, qui montre votre consommation en sucre des 4 derniers mois. Les résultats, normalement, varient de 4 à 6,25, mais à 6,50. Lorsque vous faites l'examen, vous êtes entre 5,7 et puis 6,50. Ou bien, vous êtes dans la zone de 6,1, 6,2, 6,3. C'est-à-dire que vous commencez à faire un diabète, mais comme c'est encore tout, c'est pas grand. Parce que les valeurs, souvent, il y a des gens, certaines personnes viennent, ils sont à des valeurs de 8 à 8, ils ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Vous voyez, avant, on faisait cette corrélation-là, c'est-à-dire que non, s'il y a une glycémie de 0,8, donc je fais un diabète. Non. Et là, je pense que Ramatou Saon est très, très attentive. Okay. Quelle est la différence entre le diabète et le prédiabète? Mon docteur me dit que je suis dans le cas de prédiabète. C'est-à-dire que ce diabète-là, il commence, on peut le rattraper rapidement. Voilà. Et c'est en cela qu'il faut rencontrer un nutritionniste. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Après moi, ça c'est pour vous, hein. Voilà. Avant moi, il y en avait. Après moi encore, il y a les jeunes que nous avons formés. Donc, c'est ce monsieur, sûrement qu'ils ont fait l'hémoglobine glyquée, sur cet examen des 4 derniers mois. Parce que, je vous assure, ne vous fiez pas à la glycémie seule. Non. Dans les recherches que je faisais, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient une glycémie de 0,8. Mais lorsqu'on a fait l'hémoglobine glyquée, ces personnes font un diabète. Donc ne vous fiez pas à la glycémie seule, non. Cette personne, sûrement qu'il a un taux de sucre, un examen, l'hémoglobine glyquée autour de 5,9 ou bien 6,3. Donc ce diabète-là, on peut le rattraper rapidement. Voilà, avec un régime sérieux, c'est-à-dire que 4 mois plus tard, on peut s'en sortir. Voilà, c'est ce qu'on appelle prédiabète. C'est-à-dire que vous faites commencer à faire un petit diabète qu'on peut rattraper rapidement. Et ça va se corriger avec l'alimentation en partant voir des professionnels comme Dr Henri qui sont nutritionnistes. C'est effrayant quand même. Je vous assure, avec les travaux que nous faisons, voici les questions qu'on se pose. Lorsqu'aujourd'hui, je rencontre une jeune dame qui vient en consultation, elle dit, je fais de gros enfants, c'est-à-dire que des enfants de 3 kg, 5, 4 kg. Et puis cette jeune femme commence à porter des lunettes, elle commence à avoir une affection oculaire. Et ce sont des critères. Je leur demande cet examen. Et je vous assure, à 90%, ça commence. Et en parlant de gros enfants, il y en a une qui se demande, et la réalisation va pouvoir nous proposer son nom et sa question, qui se demande, mais bon, dans ce cas, une femme qui souffre de diabète, combien d'enfants elle peut avoir finalement? Je pense que dans ce cas, ce sont des questions qui reviennent au gynécologue avec... Vous, à votre niveau... Non, voilà. Quand il s'agit d'enfants, de maternité, ça, c'est... Mais comme ça parle de diabète, est-ce que quand j'ai le diabète, je suis déclarée diabétique? Je peux faire des enfants? Si oui, combien? Ça, c'est le gynéco. Le gynéco seul. Voilà, selon les paramètres vitaux qu'il va observer, il verra. Voilà. Zarika Ouedraogo. Alors ça, c'est pour vous. Combien d'enfants une femme diabétique peut avoir? Il faut avoir le conseil de votre gynécologue. Et puis, je vous assure que généralement, ces gynécologues disent aux femmes enceintes que après l'enfant qui naît gros, le gynécologue généralement dit à la mère, vous avez de fortes chances de faire un diabète en vieillissant. Vu le poids de l'enfant, généralement, les gynécos disent... Et on parle de diabète gestationnel. Il y a ce diabète gestationnel, c'est-à-dire qui intervient au cours de la grossesse. Mais après la maternité, vu le poids de l'enfant, généralement, le gynéco dit... Vous avertit. Vous avez de fortes chances de faire un diabète en vieillissant. Et c'est en cela, souvent, il faut venir. Donc, on m'a dit qu'il y a de gros risques de faire un diabète. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les précautions? Non.
Malheureusement, bon, ces personnes vont sur Internet et puis se renseignent. Bon, non, moi, je ne mange pas du sucre. Non, depuis qu'on m'a dit que j'ai eu de gros risques, je ne mange pas du sucre. Mais est-ce que vous savez que le riz fait 80% de sucre? Est-ce que vous savez qu'en mangeant un plat de riz, vous mangez près de 27 carreaux de sucre? Il faudra ne pas le manger le soir. Et en parlant de riz, déjà, il y a des personnes qui nous conseillent de prendre plutôt du riz complet ou du riz basmati. Je vous assure. C'est vrai, c'est faux. Je vous assure, ces conseils-là, ça ne tient pas. La différence entre le taux de sucre de cette vie, c'est que juste un peu de fibre, c'est-à-dire que, alors, de manière générale, le taux de sucre dans le riz, entre 78 et puis 80%. Vous allez prendre le riz basmati ou bien le riz local que nous avons, ça varie, c'est-à-dire que la différence n'est pas aussi grande de sorte à conseiller un riz à l'un ou l'autre. Ce qu'on vous demande, ceci, ne mangez pas ce type de riz, quelle que soit la qualité du riz, ne le mangez pas le soir. Nos parents le savaient avant. Je me disais en ce temps qu'on allait voir une dame qui avait près de 120 ans qui nous disait que depuis qu'elle est adulte, elle ne mangeait pas le riz le soir. Les parents avant savaient que le riz le soir rendait malheureux. Le riz le soir, c'était pas bon. Et cela nous donne la possibilité de porter un regard sur le continent africain quand on parle de diabète. Effectivement. Alors, aujourd'hui, en Afrique, dans les pays en développement, le tableau, il est vite passé. Vous avez vu, par exemple, qu'il y a 33% dans les pays développés, 33% des personnes diabétiques ne se savent pas diabétiques. Dans les pays développés. Dans les pays en développement, on dit que ce sont près de 66% des personnes diabétiques qui ne se savent pas diabétiques. Oui. Il faut varier l'alimentation. Varions ce que nous mangeons. Il faut varier. Pourquoi forcément faire des aliments riches en sucre forcément le soir? Sachant que le soir, vous n'avez pas une activité physique assez importante. Varions. Faisons rentrer moins d'énergie. Nous sommes tous accrochés à nos habitudes. À nos habitudes. Riz. Non. Attiquer. Ignam. Non. Le soir, on ne mange pas des aliments lourds. Faisons beaucoup attention. Au-delà d'un certain âge, la femme ménopausée ne doit pas manger un aliment lourd le soir. Non. Le garçon, l'homme qui est au-delà de 42 ans, 45 ans, manger généralement des aliments le soir, on sait où ça va arriver. C'est une question de temps. Et on a un téléspectateur qui demandait comment prévenir le diabète. J'espère que la réalisation va nous proposer sa question à l'antenne. Mais je pense, amis téléspectateurs, il s'agit de Ismo Socrate. Comment prévenir le diabète, bien évidemment, c'est en suivant ses conseils. Attention à ce que nous consommons. Il ne faut pas manger lourd le soir. Il faut manger peu. Quand on est rassasié, on s'arrête. Et puis, il faut éviter le sucre au maximum. Et il y a ça. C'est un conseil individuel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il faut combattre la chose sur plusieurs plans. Il faut renforcer la capacité du personnel soignant. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a lieu de faire une rééducation de nos élèves, c'est-à-dire qu'introduire cette maladie de diabète, parce que j'ai vu beaucoup de maladies, j'ai vu beaucoup, mais quand on parle de diabète, c'est très sérieux. C'est énorme. Vous avez vu le tableau qui montre l'implication du diabète dans les différents types de cancers. Donc s'il y a lieu de parler déjà de diabète déjà dans les écoles, lorsque vous avez une entreprise, il faut conseiller, il faut parler avec le personnel soignant, puisque généralement c'est eux qui soignent. Il faut intégrer les jeunes nutritionnistes dans les différents centres et dans les différents centres médicaux. Il y a beaucoup d'actions à faire. Parce que le diabète, vous avez vu les chiffres, le diabète, ça fait peur. Je vous assure. Depuis que je viens sur ce plateau, j'insiste beaucoup sur le diabète. Sur le diabète. Parce que c'est le diabète qui va toucher vos yeux. Tout à l'heure, on parlait de la cataracte. Il y a un lien entre le diabète et la cataracte. Le diabète va toucher le cœur. Donc le diabète est impliqué dans beaucoup de maladies. Lorsqu'on parle de cancer, on parle de diabète. On parle d'affections oculaires, on parle de diabète. On parle de problèmes de cœur, on parle de diabète. On parle de la peau, on parle de diabète. On parle de problèmes du rein, en néphro, on parle de diabète. On parle aussi de problèmes de prostate, on parle de diabète. Mais allons, combattons la chose à la souche. À la souche. Vous avez souvent des familles qui disent non, dans notre famille, on meurt de diabète. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez regarder individuellement, chacun va tomber un après l'autre? Non, prenez des dispositions. C'est ça. Et il y a plusieurs dépenses qui sont liées aussi à la gestion du diabète. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'achat au niveau des médicaments. Lorsque vous allez prendre le transport pour aller à l'hôpital, ça fait partie aussi. Oui, l'embouteillage, ça fait partie. Voilà. Mais il y a beaucoup de médicaments, aller jusqu'à l'insuline tous les jours. Mais quand c'est sérieux, le médecin trouve l'utilité. Vous devez mettre sur l'insuline parce que qu'est-ce que vous avez fait? Je comprends souvent que certaines personnes à l'intérieur du pays, du fait qu'il n'y a pas de spécialité, beaucoup de spécialités dans l'intérieur du pays, on peut avoir ces cas. Mais quand vous êtes à Abidjan, où il y a plusieurs spécialités, vous laissez surprendre par le diabète, en 2022, je pense que quelque part, il y a une petite négligence. Je vous assure.
Ne soyons donc plus négligents. Quand il passe sur ce plateau, les 15 minutes s'écoulent comme si c'était 2 minutes, parce que ce qu'il dit est tellement important. C'est sûr, docteur Anvo, qu'on aura la possibilité de revenir sur ce thème. Nous savons que ça vous tient à cœur et on voit les chiffres, c'est effrayant. En Afrique et dans le monde entier, attention à notre alimentation pour prévenir le diabète. Merci d'être passé sur notre plateau. On retrouve Renaud Kevin Kobia pour Matin Express. Bonjour à tous et surtout rebonjour et merci de nous retrouver pour Matin Express cette fois. On part au Burkina où le lieutenant-colonel Damiba a prêté serment suite au coup d'État orchestré contre le président Roch Marc Christian Kaboré. Et donc au cours de cette prestation de serment hier, il a aussi déclaré ses biens. On retrouve Bachir Doussa, notre correspondant à Ouagadougou, avec lequel on en sait tout sur cette cérémonie de prestation de serment. Oui, bonjour Renaud. Effectivement, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a prêté serment en sa qualité de président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. C'était donc hier 16 février 2022 devant le Conseil constitutionnel. Et cela intervient seulement, il faut le dire, 3 semaines après sa prise du pouvoir par les armes. Il est désormais officiellement installé dans ses fonctions à travers ce serment qu'il a prêté devant le Conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Il faut le dire, après cet exercice qui lui confère désormais tous les attributs du chef de l'État, il a ensuite déposé auprès du Conseil constitutionnel la liste de tous ses biens comme le veut la Constitution avant de se consacrer à l'ultime déclaration qui annonce ainsi les couleurs de sa gouvernance. Alors dans ce discours, on peut retenir pour moi 3 points qui paraissent essentiels. Primo, le président du Faso a déclaré que la lutte contre l'insécurité sera sa priorité. La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Ce chantier, déjà engagé à travers la création du commandement des opérations du Théâtre national, implique la nécessité de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain. Secondo, le président a laissé entendre qu'il va travailler à dépolitiser l'administration publique, lutter contre la corruption et les crimes économiques ne resteront pas également impunis. Au-delà de la priorité sécuritaire, la transformation que les Burkinabés appellent de tous leurs vœux doit également s'opérer au sein de l'administration et dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi nous allons procéder à une dépolitisation systématique, méthodique et progressive de l'administration publique. Dans le même sens, la justice et les structures de lutte contre la corruption auront un rôle crucial à jouer. Il faudra en effet que tous les dossiers de crimes économiques, trop longtemps restés dans les tiroirs, soient examinés au plus vite pour assainir les bases de la nouvelle administration. Et enfin, il a souligné sa disponibilité à travailler en toute souveraineté avec tous les partenaires au développement du Burkina Faso. Félicitations au nouveau président du Burkina Faso. Dites-nous, Bachir, quelle est l'ambiance qui a prévalu au cours de cette cérémonie ?
Oui, Renaud, ce fut une cérémonie solennelle et très sobre dans une petite salle du Conseil constitutionnel avec une assemblée composée d'autorités militaires, paramilitaires, de directeurs généraux d'institutions, avec la présence très remarquée de l'ancien président du Faso, Jean-Baptiste Ouédraogo. Alors, ce qu'il convient de rappeler, c'est que l'annonce de cette prestation de serment avait suscité des gorges chaudes au sein de l'opinion publique. Certains juristes et partis politiques estimaient que cette prestation n'avait pas sa raison d'être, car fait ainsi, c'est conférer au coup d'État toute sa légitimité. Ce qui est sûr, du point de vue juridique, c'est désormais acté avec cette prestation de serment, en attendant de connaître dans les semaines qui suivent la durée de la transition qui va être définie par une commission technique composée de 15 membres chargés donc de l'élaboration de la charte et de l'agenda de la transition. Merci à vous, c'était Youmandia Bachir Doussa depuis Ouagadougou. Merci Bachir pour ces informations fraîches sur le Burkina Faso. On fait un tour au Cameroun où on retrouve Cédric Tchakoutio. Bonjour Cédric. Avec vous, on parle d'ajout de nouveaux manuels scolaires dans le primaire au Cameroun pour essayer de relever le niveau des élèves du primaire. Bonjour Renaud, bonjour Abidjan. Oui, Renaud, on parle là de la 21e session du Conseil national d'agrément de manuels scolaires et des matériels didactiques. Il était question notamment d'évaluer 223 manuels scolaires, ceci pour mettre en avant l'éducation et demander aux enfants plus d'ardeur dans le système d'éducation pour les classes de Q-1, Q-2, classe 5 et classe 6. Et parmi ces 223 manuels scolaires, 28 ont été évalués et ces 28 là ont été validés pour ces différentes classes et bien sûr le gouvernement qui veut mettre en avant cette éducation et mettre plus d'ardeur pour ces élèves-là enfin qui puissent devenir et changer le Cameroun de demain. Et un mot de sport avec vous, Cédric, pour parler du retour dans leur club respectif des Lions indomptables du Cameroun après la 3e place qu'ils ont occupée lors de la CAN organisée par votre pays. Et oui, Renaud, après avoir obtenu leur 3e place durant leur compétition de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun, les Lions indomptables qui ont regagné leurs différents clubs, notamment Eric Maxime Choupo-Moting qui lui repartait à Bayern de Munich rejoindre ses coéquipiers. Et on parle aussi de Karl Toko Ekambi qui rejoignait ses coéquipiers de Lyon en France. On parle également de Harold Mokodi, le malheureux rateur de pénalty qui repartait et regagnait son club de Saint-Etienne en France. On parle aussi de Vincent Aboubakar, le meilleur buteur de cette compétition avec 8 buts qui lui regagne Al Nasser. On parle aussi du latéral moderne, lui qui a époustouflé et merveillé les fans de football durant cette compétition. Noui Ntolo a rejoint les Seattle. Et bien comme vous l'avez compris, les Paulins de Antonio Conceição, après avoir rejoint leurs différents clubs et différents championnats, reviendront au Cameroun le 24 mars pour affronter l'Algérie, bien sûr comptant pour la compétition des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci Cédric et merci avant vous à Bachir pour les informations concernant le Burkina Faso aussi. Naomi, je suis à vous. Ils ont été nombreux à se succéder sur ce plateau. Régis Kofi, Renaud Cobia, Méliane Cuny, Docteur Envo. Avec eux, on vous dit merci de nous avoir suivis. On va se retrouver effectivement demain pour le dernier numéro de la matinale de la semaine. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre nous. À demain.